Chante, déesse, lyre d'Achille Péléiade, lyre funeste qui fit la douleur de la foule achéenne, précipita chez Hadès par milliers les âmes farouches des guerriers, et livra leur corps aux chiens en pâture, aux oiseaux en festin, achevant l'idée du Chronide, depuis le jour où la discorde affronta l'un à l'autre Agamemnon, le souverain maître, et le divin Achille. Extrait du début du chant 1 de l'Iliade. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. L'Iliade et l'Odyssée comptent parmi les grands chefs-d'œuvre de la littérature antique et disons que jusqu'à aujourd'hui, ils ont représenté sans doute un des héritages les plus importants de la culture grecque. Aujourd'hui encore, on publie l'Iliade et l'Odyssée dans des versions à nouveau traduites. Le théâtre, le cinéma, la peinture se sont emparés de ces deux œuvres. Mais elles ne manquent pas de poser problème parce qu'elles sont tout de même extrêmement importantes au niveau du nombre de vers. Il y a effectivement dans l'Iliade 16 000 vers et 12 000 composent l'Odyssée. Alors, plusieurs questions se posent. Et d'abord, la première question, c'est de savoir qui est véritablement Homère. On le représente comme un homme âgé, barbu, aveugle, qui, selon la tradition antique, serait né vers la fin du IXe siècle. Ce portrait physique, d'ailleurs, vient sans doute d'une sculpture d'époque romaine qui s'est inspirée très probablement d'un modèle du Ve siècle avant Jésus-Christ. La cécité supposée d'Homère renvoie au fait que, pour les anciens, la mémoire d'un homme était d'autant plus impressionnante qu'il avait perdu la vue. Dans l'Antiquité, 7 cités de Grèce, d'Asie, se disputent l'honneur d'avoir donné naissance à Homère. Parmi elles, l'île de Chios. Et d'ailleurs, à Chios même, un groupe de rhapsodes qui chantaient les poèmes d'Homère se désignait comme les Homérides, c'est-à-dire les héritiers du grand Homère. Mais la question qui se pose est de savoir, mais est-ce qu'il y a eu véritablement qu'un seul Homère ? Est-ce que l'Iliade et l'Odyssée sont sortis de la main d'un seul homme ? Dans l'Antiquité, presque personne n'en doute. Homère est un personnage jugé historique. Le seul qui émet des réserves est Flavius Joseph, qui dans le Contrapion estime que finalement ces chants sont peut-être la mise par écrit, par plusieurs mains, de toute une série de traditions orales qui ont composé finalement les œuvres. Le XVIIIe siècle va lui-même remettre en cause l'existence historique d'Homère. Et la question est aujourd'hui ouverte. En effet, depuis les travaux de Milman Parry, qui est un anthropologue américain qui, dans les années 1920 et 1930, a beaucoup travaillé sur cette question, et en particulier qui est allé étudier les Zaèdes, les poètes dans les Balkans, qui avaient une tradition orale de récitation, de chants extrêmement anciens, de poésie extrêmement ancienne, et il pensait que finalement il n'y a peut-être pas eu un seul Homère, mais une série de traditions orales qui progressivement, dans l'époque allant du 8e, 7e siècle jusqu'au 6e siècle, ont été progressivement mises par écrit. Mais il y a également autre chose qu'il faut voir, c'est comment on déclamait ces œuvres. Parce qu'on a perdu sans doute une espèce de saveur de la récitation de ces œuvres en grec ancien. Or, il se trouve que l'université française a un grand spécialiste de ces questions. Il s'agit de Philippe Brunet, qui a offert, il y a maintenant près de 15 ans, une traduction nouvelle de l'Iliade au Seuil, et qui a beaucoup travaillé justement sur la manière de rendre par la voix, par le chant mélodieux, ces poésies antiques. Je vous propose d'écouter pendant quelques dizaines de secondes un travail qu'il a fait et
auquel il fait participer des poètes et des étudiants de son université de Rouen pour essayer de nous redonner le goût, la saveur de l'Iliade et de l'Odyssée. Voici un extrait du chant 3 de l'Iliade. Alors maintenant, attachons-nous au contenu des textes. L'Iliade n'est en fait non pas le récit de l'ensemble de la guerre de Troie, mais d'une période assez courte qui se situe dans la 10e année du conflit, mené par les Achéens contre Troie et qui sépare la colère d'Achille aux funérailles d'Hector. En fait, ce que nous montre le texte de l'Iliade, c'est plutôt qu'un récit détaillé de la guerre, mais plutôt la manière dont les Grecs conçoivent la guerre. Il s'agit plutôt d'une affaire de mœurs guerrières, de la manière dont on venge l'honneur, dont on se bat, et qui finalement est plus un récit sur la manière dont l'aristocratie grecque des temps archaïques pouvait se représenter le combat, que véritablement un récit détaillé de l'ensemble de la guerre. Ce qui est assez significatif, semble-t-il, c'est d'abord la volonté de bien mourir. Effectivement, la hantise de ces guerriers, c'est de ne pas avoir une sépulture décente, de ne pas avoir un rite funéraire. Ce qui fait d'ailleurs que, dans l'Odyssée, Ulysse, malmené à un moment donné par une tempête, se lamente à la perspective d'une mort en mer qui le laisserait sans renom. Écoutons-le dans l'Odyssée. 3, 4 fois heureux les Danéens qui ont péri dans la plaine de Troie pour le service des Atrides. Plût au ciel que j'eusse trouvé la mort et mon destin le jour que les Troyens en nombre m'accablaient de leurs lances de bronze auprès du cadavre d'Achille. J'eusse obtenu les honneurs militaires, on eût chanté ma gloire. Donc effectivement, mourir en mer, eh bien, pas de sépulture, pas de cérémonie digne de ce nom, à la différence du guerrier qui meurt pendant la bataille. Au demeurant, la mort apparaît aussi en filigrane dans l'œuvre, parce que finalement, on redoute le fait que, eh bien, la mort donne place à une espèce de vie sans saveur, au-delà du décès. Il y a effectivement dans l'Odyssée, au chant 11, Achille qui reçoit une visite d'Ulysse. Et Achille répond à celui qui vante son bonheur d'avoir connu une mort glorieuse sur le champ de bataille. Eh bien, cette réponse « Ne cherche pas à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse. J'aimerais mieux être sur terre, domestique d'un paysan, fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, que de régner ici, parmi ces ombres consumées. » Effectivement, la vie vaut pour ces guerriers avant tout pour être vécue pleinement, y compris au travers de la belle mort que je signalais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi un autre élément à tirer de l'Odyssée, c'est l'élément qui consiste à montrer la fidélité. Ulysse est un individu de sa cité, Ithaque. Il est attaché à ce qu'on appelle un oikos, c'est-à-dire une cellule familiale, dans une filiation qui garantit un statut civique et patrimonial. Ulysse est le fils de Laërte. Il est roi d'Ithaque. Il est le père de Télémaque, qui en fait, avant même le retour de son père, veille déjà sur l'oikos royal.
Et il y a ce personnage absolument extraordinaire qui est Pénélope, qui lui est fidèle, qui attend avec espoir le retour de son époux. Et donc, l'ensemble est étroitement articulé autour de la figure du mari qui rentre, du fils qui est fidèle et qui veille sur le patrimoine, et d'une épouse qui attend avec espoir le retour de son mari. Ainsi, l'univers de la cité, en l'occurrence Ithaque, installe le comportement du héros dans un quotidien à la fois proche des auditeurs et rendu merveilleux parce que cet Ulysse a traversé des épisodes extraordinaires et étranges qui l'enrichissent. Il a côtoyé des monstres, des êtres divins, il a affronté le cyclope, il a affronté la mer, il a été en contact avec les nymphes, et puis finalement, au final du livre, du poème, eh bien, il réussit à venger son honneur contre les prétendants qui visaient son héritage et sa femme. Aujourd'hui encore, donc, on peut se plonger dans cette œuvre immémorielle de la culture grecque. Elle nous apprend beaucoup sur ceux qui l'ont récité, sur ceux qui l'ont vécu, et n'oublions jamais que pendant des siècles et des siècles, à Rome même, eh bien, on l'étudiait comme un pilier de la culture universelle.